Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Aujourd'hui, on va parler de littérature, de grande littérature et également d'héritage littéraire, en compagnie de l'écrivain Alain Finkielkraut. Bonjour. Bonjour. Vous publiez l'après-littérature aux éditions Stock et à côté de vous, le sénateur du Loiret, Jean-Pierre Sueur. Bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions du Cerf Charles Péguy ou Les Vertiges de l'écriture. Et il faut tout d'abord, Jean-Pierre Sueur, nous présenter pour les plus jeunes téléspectateurs Charles Péguy. Qui était-il ? Péguy était un immense écrivain, malheureusement méconnu. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est né à Orléans, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Jeanne d'Arc, 700 pages, un seul exemplaire vendu. Aujourd'hui, dans tous les Lagarde et Michard, vous savez, adieu Meuse, endormeuse, et qui s'est battu toute sa vie pour des idées. Il était contre le totalitarisme. Il avait une idée bien à lui du socialisme, il était socialiste. Mais il n'aimait pas l'appareil du Parti socialiste. Quand on lui a dit, camarade, il faut que tu écrives dans la revue socialiste la doctrine du parti, il a dit, je m'en vais. Je crée les cahiers de la quinzaine, et où là, pauvrement, il a publié toutes ses œuvres. C'est quelqu'un qui était croyant, mais qui était aussi anticlérical. Il a écrit, par exemple, les forces politiques de l'Église ont toujours été contre la mystique, et particulièrement contre la mystique chrétienne. C'est quelqu'un qui est très moderne dans son écriture, parce que ce qu'il nous présente, c'est l'écriture en train de s'écrire. Vous voyez, et son œuvre est un mouvement, un flot. Et certains disent il y a les œuvres en prose, les œuvres en vers. Non, tout est poétique. Et en même temps, beaucoup de polémiques. Mais la poétique et la polémique marchent ensemble. Et quand on a cherché à couper Péguy en morceaux, on lui a fait beaucoup de tort. Et quand on a cherché, et je finis, à le récupérer, on lui a fait aussi beaucoup de tort. C'est un écrivain extraordinaire. Alain Finkielkraut, pourquoi Péguy a-t-il compté pour vous ? Alors d'abord, il faut insister en effet sur l'extraordinaire originalité de son écriture. J'ai été fasciné par ça, une écriture, un style qui contrevient à toutes les règles françaises du bien écrire. Vous auriez un exemple ? On pourchasse la répétition. Péguy se répète. C'est Gide qui disait que son style est semblable à celui des très anciennes litanies. Le style de Péguy est semblable aux cailloux du désert, ajoute Gide, qui se suivent et se ressemblent, où chacun est pareil à l'autre, mais un tout petit peu différent. D'une différence qui se reprend, se ressaisit, s'accentue, s'affirme, et toujours plus nettement. Voilà. Péguy, c'est ça. C'est une espèce de litanie, de mélopée, absolument extraordinaire. Autre chose, c'est un homme dont je ne dirais pas qu'il est actuel. Il était intempestif à son époque, il l'est encore aujourd'hui. Et pour donner un exemple et de ce caractère intempestif et de la beauté de son écriture, je voudrais citer quelques mots, si vous le voulez bien. C'est Péguy qui raconte ce qui lui est arrivé. Il avait passé son certificat d'études, il devait être placé à l'école primaire supérieure d'Orléans. Sa mère était rempailleuse de chaises, quand même. C'est vraiment l'homme du peuple par excellence. Il faut qu'il fasse du latin, avait dit son directeur. Et voici ce qu'écrit Péguy. Ce que fut pour moi cette entrée dans cette 6e à Pâques, l'étonnement, la nouveauté devant Rosa Rosae, l'ouverture de tout un monde tout autre, de tout un nouveau monde, voilà ce qu'il faudrait dire, mais voilà qui m'entraînerait dans des tendresses. Le grammairien
qui, une fois la première, ouvrit la grammaire latine sur la déclinaison de Rosa Rosae, n'a jamais su sur quel parterre de fleurs il ouvrait l'âme de l'enfant. C'est absolument extraordinaire, et surtout, vous voyez bien, son caractère intempestif, le latin comme ouverture d'un monde, et ce monde comme nouveau. Donc on est aux antipodes de ce qu'on dirait aujourd'hui encore. Et si vous permettez, je ferai justement une allusion à l'actualité. Anne Hidalgo a promis de doubler le salaire des professeurs. C'est une promesse qu'elle ne sait évidemment pas financer, et c'est une promesse un peu méprisante. S'il y a crise aujourd'hui, c'est crise de la transmission, et il faudrait revenir à l'idée de l'école véhiculée par Péguy. Alors, puisque Alain Finkielkraut a un peu parlé de politique, Jean-Pierre Sueur, vous qui êtes sénateur, pourquoi avoir décidé de s'intéresser à Péguy? Qu'a-t-il de politique, et en quoi rejoint-il votre pratique? Vous savez, je suis allé à un colloque à Saint-Pétersbourg, où des profs venaient du fin fond de la Russie pour parler de Péguy. Et 8 jours après, j'ai essayé de faire comprendre à Orléans qu'il fallait dénommer un lycée du nom de Charles Péguy. Et j'ai eu du mal auprès des profs qui avaient plein de préjugés sur lui, des élèves et des parents. Quel type de préjugés? C'est vieux, c'est trop catho, c'est pas assez laïque. Alors que si quelqu'un a défendu l'école publique, les hussards noirs de la République, c'est Charles Péguy. Et moi, voyez-vous, je pense qu'il faut revaloriser les professeurs, mais je pense aussi qu'il faut en revenir à une école de l'exigence. Savez-vous qu'aujourd'hui, en France... Vous allez vous faire un copain. Mais non, mais je dis... On est déjà copains. Depuis longtemps. En France, on doit être le pays d'Europe où il y a le moins d'heures de cours dans une année scolaire, le moins de jours de cours. Et je suis partisan qu'on redonne toute la dignité et aussi tout le salaire aux enseignants, mais aussi que l'on n'accepte pas de perdre nos places dans les classements internationaux pour l'école de l'exigence. Alors maintenant, Péguy, c'est vrai que son style est extraordinaire, mais il dit, dans Durel, il n'y a pas une seule répétition dans mon œuvre. En fait, parce que son écriture, elle est, vous savez, il emploie le terme tapisserie. Tapisserie, ça veut dire que c'est une écriture qui est horizontale, linéaire et verticale. Vous lisez ce poème immense. Vous voyez, 7000 vers, Ève. Et en plus, pendant qu'il est en train d'être imprimé, il ne pouvait plus s'arrêter. Et il continuait à écrire, et si bien qu'on a 5000 vers en prime. Eh bien, vous avez des charpentes, des vers qui reviennent, mais des mots qui, à la même place, renvoient l'un à l'autre tout le long du poème. Si bien que c'est une écriture qui est horizontale et verticale, c'est une symphonie. Et quand on entre dans cette lecture à double dimension, on se rend compte de l'immense beauté de ce poème dans ses côtés lyriques comme dans ses côtés polémiques. Alors, Alain Finkielkraut, vous vous intéressez justement à l'après-littérature. Il faut nous expliquer en quoi Péguy peut incarner ce qu'était la littérature et ce dont vous déplorez, non pas la disparition, mais peut-être plus la perte de sens pour notre époque. L'après-littérature, il faut tout de suite être clair, lever un malentendu possible. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de littérature, qu'il n'y a plus d'écrivains. Simplement, la littérature, dirais-je, n'imprime plus, et surtout, le rapport du présent au passé a changé, ce qui entraîne une vraie crise de la transmission et plus largement encore de l'humanisme européen. L'humanisme européen, c'est de dire on a à apprendre quelque chose des textes antérieurs. C'est par le détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture que nous accédons à nous-mêmes et au monde. Ça, c'est Ricoeur qui le dit. Et Ange Policien, il y a beaucoup plus longtemps, dit en lisant Cicéron, on n'apprend pas à devenir cicéronien, mais à devenir soi-même. Alors, un mot de Péguy encore, si vous permettez. Autant que vous voudrez, puisque... Justement, vous êtes face pour à un illustrer péguiste. aussi ce que vient de dire Jean-Pierre Sueur. Et pour répondre
aux professeurs de mauvaise volonté. De Jean Coste, un texte admirable sur un instituteur. Il ne faut pas que l'instituteur soit dans la commune le représentant du gouvernement, il convient qu'il soit le représentant de l'humanité. Ce n'est pas un président du conseil, si considérable que soit un président du conseil, ce n'est pas une majorité qu'il faut que l'instituteur dans la commune représente, il est le représentant né de personnages moins transitoires, il est le seul et l'inestimable représentant des poètes et des artistes, des philosophes et des savants, des hommes qui ont fait et qui maintiennent l'humanité, il doit assurer la représentation de la culture. Ainsi d'ailleurs, il ne peut pas assurer la représentation de la politique parce qu'on ne peut pas cumuler les deux représentations. Mais justement, il n'est plus tenté de le faire aujourd'hui parce que le présent a changé. Le mot woke américain est très intéressant. Woke, c'est celui qui est éveillé à toutes les discriminations, à toutes les injustices. Donc il regarde le passé de haut. Le passé n'est jamais aussi éveillé que lui. Donc il le convoque, il le fait comparaître. Et ça, c'est un changement absolument radical. Si le présent se suffit à lui-même, alors la culture n'a plus sa place et c'est la situation dans laquelle nous entrons. Alors justement, Jean-Pierre Sueur, il faut rappeler en quoi Charles Péguy a été un combattant contre les discriminations et notamment la manière dont il a réagi face à l'antisémitisme de son époque. Il a été d'un courage extraordinaire. Vous savez que Péguy a été Dreyfusard avant même que Jaurès ne le fût. Et que dans ce livre qui s'appelle Notre jeunesse, qui est extraordinaire, son grand livre, qu'est-ce qu'on trouve dans Notre jeunesse? On trouve les trois courants du dreyfusisme tels que lui le vit. Le courant républicain, dit-il, le courant chrétien, le courant juif. Et il dit que tout cela culmine dans une figure, celle de Bernard Lazare, et il reproche aux politiciens, à toute une classe politique. Bernard parfois Lazare, de manière... Pardonnez-moi, je vous coupe, mais là aussi, il faut rappeler qui était Lazare. Grand intellectuel et grand défenseur d'une cause. Il était bien entendu contre tout antisémitisme, bien entendu, avec une sorte d'enthousiasme, de rayonnement intellectuel. Et c'est pourquoi Péguy se réfère à lui, mais en même temps, il est désolé de voir que l'idéal dreyfusiste se perd dans les sables de la politique. Alors, c'est toujours, vous savez, quand on est dans la politique, c'est mon cas, Péguy, heureusement qu'il est toujours là. Tout commence en mystique, et tout finit en politique, dit-il, mais il ne faut pas que la politique dévore la mystique qui lui a donné naissance. Alors, c'est très fort, vous savez, parce que quand on est dans ce champ de la politique, bien sûr, il y a le quotidien des batailles, du travail politique. Mais en même temps, il faut toujours penser que cela n'a de sens que par rapport à des valeurs, et comme tous les êtres humains, et les êtres politiques aussi, sont arrivistes, ont des intérêts, sont égoïstes, etc. Pense à eux, il faut toujours se dire, il y a le risque que la mystique qui a fait que je me suis engagé, elle soit bouffée par la politique politicienne. Alors justement, est-ce que la littérature a été dévorée par la politique, par des préoccupations qui sont plus des préoccupations collective, sociétale, plutôt que par des préoccupations littéraires? La littérature existe, mais elle n'imprime plus. Philippe Roth écrit La Tâche, qui décrit à l'avance l'effondrement de l'université américaine. Pourquoi l'effondrement? Parce que l'effondrement idéologique d'une université qui n'ancienne plus, mais qui instaure une espèce de terreur intellectuelle sous le signe du féminisme et de l'antiracisme. Son livre existe, mais si vous voulez, l'écrivain dévoile, la caravane passe, le processus continue. Mais justement, c'est très intéressant. Alors, attendez, parce qu'il faut que vous nous expliquiez, parce que ça n'est pas contre les femmes ou contre l'antiracisme que vous évoquez cela, mais c'est leur utilisation. Mystique et politique. Moi, je vais dire les choses un peu autrement. Pour aujourd'hui, tout peut commencer en lutte
pour l'émancipation, et tout se termine, hélas, en lutte pour le pouvoir. L'antiracisme est de plus en plus obsessionnel et de plus en plus et omniprésent, de plus en plus présent, alors même que le racisme a été complètement disqualifié. Il existe, mais il est totalement disqualifié. Vous le voyez malgré tout quotidiennement, le racisme. Vous le voyez malgré tout quotidiennement, le racisme. Oui, enfin, je le vois, comme dit Pierre Desproges, j'adorerais S racisme quand on mettra un S à raciste. C'est-à-dire, je le vois de tous les côtés. Deuxièmement, le féminisme, c'est encore plus évident. C'est-à-dire, c'est après l'effondrement du pouvoir patriarcal, de l'ordre patriarcal, que le féminisme se radicalise, aux grandes dames, d'ailleurs, des féministes authentiques, des féministes originelles. J'aurais voulu que Jean-Pierre Sueur, en tant qu'homme politique, réagisse. Il y a toujours du racisme. Il y a toujours aussi les combats que mènent des femmes contre des discriminations. Vous savez, même l'égalité salariale, on en est loin aujourd'hui. Non, on n'en est pas loin, c'est pas vrai. Cela dit, je pense qu'il faut regarder les choses objectivement, et je suis d'accord sur le fait que la littérature, pour revenir au point de départ, ne joue plus le rôle qu'elle a joué par le passé. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que des gens comme Péguy, pour en revenir à lui, étaient pétris de littérature, nourris de littérature. Comme dans Homme de maïs d'Altourias, les êtres humains sont pétris du maïs, vous savez. Péguy, il est là, il se promène dans le jardin du Luxembourg, et tout d'un coup, il nous dit « Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise, Agrippa d'Aubigné ». Et il est d'un respect extraordinaire pour les instituteurs, pour Théophile Naudy en particulier, qui l'a fait sortir de l'école pour l'inscrire en 6e, comme Alain vient de le rappeler. Et je regrette quelquefois vraiment que la littérature n'ait plus, que l'on ne soit plus nourri de cette littérature. Moi, j'ai été nourri de littérature, y compris pour la politique. Voyez-vous, il y a des discours qui se dessèchent à faute de culture et de culture littéraire. Alain Finkielkraut. La littérature doit être prise au sérieux. C'est certes un agrément, mais c'est aussi, elle fait aussi, au meilleur d'elle-même, œuvre de connaissance. Ça, c'est très important. Et la modernité, disait Kundera, avancer vers de nouvelles découvertes sur la route héritée, de nouvelles découvertes. Et nous avons besoin de cette connaissance parce que la littérature refuse la substitution des idées aux personnes. Son fondement, c'est l'individu. L'idéologie dépeuple l'univers. C'est un récit, l'idéologie, d'où la fascination qu'elle exerce. Beaucoup de grands écrivains étaient des idéologues aussi, et c'était de grands écrivains malgré tout. Oui, mais quand l'idéologie ne touchait pas leur œuvre. Garcia Marquez était un fidèle, si j'ose dire, de Castro. Il n'empêche qu'il n'y a rien d'idéologique dans 100 ans de solitude et dans L'amour au temps du choléra, qui sont des chefs-d'œuvre inépuisables. Mais l'idéologie, c'est un récit qui dépeuple l'univers. Aujourd'hui, c'est dominants et dominés. Voilà. Tout est réduit à l'affrontement des dominants et des dominés. La littérature, non. La littérature repeuple l'univers parce que tout le type de connaissances dont elle est capable passe par des personnes, par des individus. C'est le particulier, c'est toujours Kundera, maintenir le particulier dans un monde qui simplifie et qui généralise. Non, c'est Philippe Roth qui le dit. Voilà la bataille dans laquelle s'engager. C'est pour moi le vrai sens de l'engagement. Jean-Pierre Sueur, quand on lit le livre que vous avez consacré à Péguy, on voit la proximité entre les idées politiques et ces écrivains, ces hommes de l'art. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui pourrait faire office de Péguy ? Comment cette proximité-là s'est transformée ? Je ne sais pas. Qui ? Vous savez, c'est très difficile de dire, voilà, telle personne, ça va être le Péguy d'aujourd'hui. Simplement, j'ai lu le livre d'Alain Finkielkraut. Ce que vous dites sur Solzhenitsyn, ce que vous dites sur Kundera, c'est très profond. C'est tout à fait important.
d'en revenir à cette littérature qui non seulement porte l'idée, mais porte l'existence. Moi, je pense toujours. Pourquoi ? Parce que quel était le rôle de Solzhenitsyn, par exemple, dans la dénonciation de l'Union soviétique ? Vous vous rendez compte que Solzhenitsyn, il a à lui seul fait davantage qu'un certain nombre d'armées et un certain nombre de politiciens. Parce que il y a une force convulsive, une force fulgurante dans la littérature. Et l'écriture de Péguy, c'est révolte. Vous savez, il est capable de faire, je ne sais pas, 500 strophes contre le monde moderne. Pour lui, le monde moderne, c'est tout ce qu'il n'aime pas, quoi, tout le positivisme de la Terre. Et vous vous rendez compte que Péguy est capable, dans Courrier de Russie, de parler du totalitarisme, comme l'a fait bien des années après Camus, et comme ne l'a pas fait Sartre, sur des textes qui sont absolument majeurs, comme mon amie héritière a publié récemment 3 textes de jeunesse de Péguy qui s'appellent « De la grippe », encore de la grippe, toujours de la grippe. Lisez-les. C'est une réflexion sur l'actuelle pandémie qui est d'une subtilité extraordinaire. C'est-à-dire que il y a une manière de parler de l'actualité dans Péguy, mais une manière de la dépasser. On est dans les souffles de l'esprit, on en prend plein la gueule, disons-le, on en prend plein la tête, mais ça fait du bien. Alain Finkielkraut, justement, puisque Jean-Pierre Sueur vient de parler de la pandémie, on a beaucoup lu pendant la première période de cette pandémie, et lorsque nous étions cloîtrés chez nous, les gens ont lu, ont revisité les classiques. C'est la preuve aussi que cette littérature, elle dit beaucoup de choses pour beaucoup de gens aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Non, il reste des lecteurs, fort heureusement, et il y a des gens qui ont profité, si j'ose dire, de ce loisir forcé pour se replonger dans la littérature. Moi-même, j'ai comblé une lacune dont j'ai honte, puisque j'ai lu peut-être le plus beau roman de tous les temps, Anna Karénine. Pourquoi le plus beau, selon vous ? Qu'est-ce que ça veut dire pour Alain Finkielkraut, un beau roman ? Pourquoi Anna Karénine et un livre bien sûr, parce que d'abord, c'est un roman où on apprend quelque chose à chaque page, un roman qui en dit long sur... c'est une exploration infinie des variations du cœur humain, des intermittences du cœur, dirait Proust. Voilà, ça peut être la définition d'un roman. Mais vous voyez qu'il y a une difficulté, parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, certains liraient Anna Karénine et diraient, mais voilà, c'est un monde révolu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi l'adultère en fait-on tout un plat ? Je veux dire, elle le quitte, c'est pas grave, etc. Donc, on peut très bien lire ce roman avec un air de supériorité en se disant, ça vient d'un monde périmé, d'un monde, si vous voulez, ligoté dans ses préjugés et ses stéréotypes. Alors que, certes, la situation était très différente, mais il y a une exploration inépuisable et sans équivalent de l'âme humaine chez Tolstoï. Jean-Pierre Sueur, un mot de conclusion sur le rôle de la littérature, sur le plaisir que les jeunes qui nous regardent peuvent prendre en découvrant Péguy, puisque vous le disiez, c'est une écriture vertigineuse. Quand on est dans cette écriture, qu'on entre dedans, on ne peut pas en sortir indemne, parce qu'il vous prend par le cœur, par les sentiments et aussi par l'esprit. Et aussi, il y a un langage extraordinaire, une syntaxe. Vous voyez, il y a un texte sur Paris qui est publié dans un livre posthume de Péguy, dont le titre est « De la situation faite au parti intellectuel devant les accidents de la gloire temporelle ». C'est difficile à vendre, un titre comme ça, hein, Alain Finkielkraut. Il va falloir le rendre un peu plus sexy. Mais bon. C'est un texte surréaliste, un texte presque de l'écriture automatique, Paris. Et alors, il est dévoré par cette ville, et en même temps, il en traduit l'histoire de manière totalement pénétrante, le présent, l'avenir, voilà.
Et Peggy, c'est toujours comme ça. Lire Peggy, c'est une aventure extraordinaire et c'est dommage que beaucoup de nos concitoyens s'en privent. Voilà, ça sera l'invité qu'on n'avait pas pu inviter, Charles Péguy. C'est le livre que vous lui consacrez, Jean-Pierre Sueur, aux éditions du Cerf. Et Alain Finkielkraut, l'après-littérature, c'est aux éditions Stock. Merci à tous les deux et à très bientôt sur Public Sénat. Merci. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.